Bonjour et bienvenue sur Shared Memory, une toute nouvelle web chronique dans laquelle je m'efforcerai au mieux de vulgariser l'informatique ainsi que l'électronique. Et quoi de meilleure manière de commencer une émission traitant de l'informatique que de parler de l'origine même de l'informatique moderne, de ses fondations, la machine de Turing. En 1941, Konrad Zuse achève à Berlin la construction du Z3, une machine que beaucoup considèrent comme le premier ordinateur programmable du monde. D'autres en revanche considèrent que c'est l'ENIAC, construit par John Moseley et John Ecker en 1946, qui devrait être considéré comme tel. En effet, l'ENIAC est entièrement électronique, contrairement au Z3 qui lui est électromécanique. La définition même d'ordinateur étant assez floue, on pourrait considérer d'autres machines comme étant les premiers ordinateurs possibles du monde. Mais du coup, on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'une machine est considérée comme un ordinateur. Si la notion d'ordinateur est extrêmement liée à la notion de calcul, on ne peut néanmoins pas dire que toutes les machines pouvant calculer sont des ordinateurs. À ce moment-là, on considérerait toutes les calculatrices mécaniques, comme la Pascaline, comme des ordinateurs de nos jours, ce qui n'est pas le cas. Savoir calculer pour une machine est donc une condition nécessaire, mais pas suffisante pour être considérée comme un ordinateur. Pour être considéré comme un ordinateur, il faut qu'une machine puisse certes calculer, mais calculer de manière organisée. Une machine est donc considérée comme un ordinateur du moment qu'elle puisse exécuter des algorithmes. Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'instructions servant à résoudre un problème bien précis. On peut prendre comme exemple les recettes de cuisine. En effet, une recette de cuisine est une suite finie et précise d'instructions et d'actions à effectuer afin de résoudre le problème de cuisiner un plat bien précis. La notion d'algorithme est donc fondamentale en informatique. Cette notion est à ce point fondamentale qu'on pourrait même dire qu'avant qu'elle ait été formalisée, c'est-à-dire définie de manière précise avec des règles mathématiques, avant cela donc, le domaine même scientifique de l'informatique n'existait pas. Et tout ça, on le doit à Alan Turing. Alan Turing est né le 23 juin 1912 et est tristement mort le 7 juin 1954. On le considère beaucoup et à juste titre comme le père fondateur de l'informatique moderne. C'est l'homme qui a réussi à raccourcir la Deuxième Guerre mondiale de 2 ans grâce à sa machine permettant de déchiffrer les messages allemands cryptés par la machine Enigma. C'est aussi l'inventeur de la machine de Turing dont on va parler un peu plus loin, du test de Turing et bien d'autres choses encore. Au sujet du test de Turing d'ailleurs, les gens ont l'air de penser que c'est un test qui permet de détecter si un programme est une intelligence artificielle ou non. Le problème c'est qu'il existe plusieurs formes d'intelligence artificielle, donc à ce moment-là, le test permet de détecter quelle forme d'intelligence artificielle. Celle qui arrive à s'améliorer elle-même, celle qui arrive juste à calculer des choses que les hommes ne peuvent pas calculer, etc., etc. Non, en fait, le test de Turing permet de détecter si un programme peut se faire passer pour un humain. Ce qui est bien plus simple, il suffit d'orienter les questions d'une certaine manière, des questions ouvertes, réutiliser les données qu'on a appris avant en analysant les phrases de son interlocuteur. Il y a moyen. Par contre, si le test de Turing est à ce moment-là moins impressionnant, il reste néanmoins très important, vu qu'il a amené l'idée même d'intelligence artificielle à une époque où la notion même d'ordinateur était assez nouvelle. Malheureusement pour Alan Turing, la justice anglaise de cette époque n'était pas du tout tendre avec les homosexuels, ce qui lui valut d'être poursuivi en 1952 pour indécence manifeste et perversion sexuelle, le politiquement correct de l'époque pour homosexuels. Il fut reconnu coupable. Pour éviter la prison, Alan Turing accepta de se soumettre à la castration chimique en prenant des oestrogènes, ce qui eut pour effet secondaire une très forte prise de poids et le développement de sa poitrine. Il mourut 2 ans plus tard, empoisonné au cyanure, à l'âge de 42 ans. Bien que la thèse du suicide à cause de son traitement et de son procès soit la plus probable, on ne peut même pas aujourd'hui en être absolument certain. Ce jour-là, le monde perdit un grand homme. Et il fallut 59 ans pour qu'Alan Turing ne reçoive de la reine Elisabeth II, le 24 décembre 2013, le pardon royal ainsi que la reconnaissance de son génie. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur Alan Turing et ses travaux, je vous conseille l'excellente vidéo d'y penser sur Alan Turing et la machine Enigma, ainsi que Comment les maths ont vaincu Hitler, un très bon documentaire d'Arte. Enfin bref, en 1936, Alan Turing, alors âgé de 24 ans, publie un article scientifique dans lequel Alan Turing propose une réponse au Einstein-Dunst-Problem, ou problème de l'arrêt dans la langue de Molière. Désolé passage pour mon accent de mangeur de camembert. Le problème de l'arrêt consiste à déterminer si, selon un algorithme et des données qu'il est censé traiter, si cet algorithme-là va réussir à s'arrêter et donc à réussir, ou non, sans avoir à exécuter directement l'algorithme.
Le but est donc d'analyser l'algorithme avant même de l'exécuter sur un ordinateur ou sur une machine pour savoir si on va devoir attendre indéfiniment ou non pour avoir un résultat. Le problème, c'est que comme dit avant, la notion d'algorithme n'était pas très bien définie mathématiquement à l'époque. Ce qui fait que baser une preuve entière sur une notion bancale, c'est pas très scientifique, loin de là même. Du coup, pour éviter le problème, Alan Turing propose une machine abstraite qu'on appellera plus tard la machine de Turing. En fait, la machine de Turing vient combler le vide de formalisme dont je parlais avant. La machine de Turing est un modèle permettant de définir mathématiquement et avec précision les notions de calcul et d'algorithme. Avec sa machine, Turing prouve alors qu'il n'existe pas de solution générale au problème de l'arrêt, et ce, pour tous les algorithmes possibles et imaginables et de manière automatique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de méthode ou d'algorithme qui arrive de manière automatique et pour tous les algorithmes possibles et imaginables de détecter si cet algorithme va réussir à s'arrêter ou non. Pour mettre en perspective, ça veut dire que pour tous les programmes possibles et imaginables, on ne puisse pas déterminer de manière automatique si ce programme a été mal pensé ou même mal écrit. On est obligé de se taper l'analyse à la main pour chaque programme de manière séparée. La machine de Turing n'est donc pas à confondre avec l'idée qu'on se fait généralement d'une machine, c'est-à-dire avec un moteur, des poulies, des engrenages, etc., un peu comme une machine à laver. Non, la machine de Turing est un modèle abstrait mathématique, malgré son nom. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'un peu avant Alan Turing, un mathématicien américain du nom d'Alonzo Church avait lui aussi proposé une définition à ce qu'était un algorithme. Leurs définitions sont à tel point semblables qu'on parle généralement de la thèse Church-Turing comme de la définition d'un algorithme. Et on peut aussi remarquer qu'au final, pour Alan Turing, la machine de Turing n'était qu'un outil nécessaire pour l'élaboration d'une preuve mathématique. Alan Turing n'avait donc pas prévu les répercussions folles qu'ont eu la machine de Turing dans le monde scientifique, c'est-à-dire la création d'un tout nouveau type de science. La manière dont la machine de Turing est définie est la suivante. Imaginez un ruban qui est infini à gauche et à droite, sur laquelle se trouvent des cases rangées les unes après les autres, un peu comme une pellicule de photos. Sur les cases sont inscrits des symboles. Ça peut être des lettres, des nombres ou même des dessins. Enfin, en gros, ça peut être n'importe quel symbole possible et imaginable. Le vide est d'ailleurs considéré comme un symbole. Les cases vides ne sont pas des cases dénuées de symboles, mais des cases sur lesquelles est écrit le symbole vide. La machine de Turing dispose d'une tête de lecture-écriture lui permettant de lire et d'écrire le symbole d'une case. Elle dispose aussi d'un registre à état lui permettant de se souvenir de son état courant. Et enfin, elle dispose d'une table d'action, contenant plusieurs règles qui décrivent son comportement de la manière suivante. Si je suis dans un certain état et que je lis un certain symbole sur la case courante, alors je le remplace par un certain symbole, je vais à droite ou à gauche sur le ruban, et je vais dans un certain état. Par exemple, si on voulait une machine de Turing qui transforme le mot Toto en Titi, on aurait les règles suivantes. D'abord, une première règle qui dit que quand je suis dans l'état Q0, que je rencontre vide, alors j'écris vide, je vais à droite et je reste dans l'état Q0. En gros, cette règle permet d'avaler toutes les cases vides avant le mot. Ensuite, on a la règle qui dit que quand je suis dans l'état Q0, que je lis T, alors je laisse T dans la case, je vais à droite et je passe dans l'état Q1. On a aussi la règle qui dit que quand je suis dans l'état Q0, que je lis O, alors j'écris I, je vais à droite et je passe dans l'état Q1. Ces deux règles en fait permettent de passer à l'état Q1 dès la première lettre du mot rencontré, et permettent aussi de transformer le O en I, laissant le T tout seul. Les deux règles suivantes sont les mêmes, sauf que l'état nécessaire pour les appliquer est Q1, au lieu de Q0 pour avant. Ces règles-là donc permettent de transformer les O en I et laisser les T en T. Et enfin, il nous reste la dernière règle qui dit que quand je suis dans l'état Q1, que je lis vide, alors je réécris vide et je m'arrête en restant dans l'état Q1. Cette dernière règle permet à la machine de Turing de s'arrêter après avoir transformé le mot, et évite donc de continuer à avaler les vides après avoir transformé le mot, ce qui serait arrivé si on n'avait pas eu de changement d'état Q0 en Q1 dès la première lettre du mot rencontré. Pour mieux comprendre la machine de Turing, voici un exemple dans lequel une machine de Turing transforme le mot Toto en Titi en utilisant les règles d'avant, et réussit à s'arrêter après la transformation du mot. Sans changer d'état courant, la première règle est appliquée plusieurs fois de suite, permettant d'avaler toutes les cases vides avant le début du mot. Ensuite, dès la première lettre rencontrée, l'état courant change, passant de Q0 à Q1. Le T est remplacé par un T, ne changeant donc pas le contenu de la case, mais lorsqu'un O est rencontré, la cinquième règle est appliquée, permettant de remplacer le O par un I. Dans l'état Q1, contrairement à l'état Q0, lorsqu'une case vide est rencontrée, la machine de Turing s'arrête alors, prouvant donc que la machine de Turing a bien réussi à faire son traitement, a bien reconnu la chaîne Toto. Le but de la machine de Turing est donc de transformer, on dit aussi reconnaître, une certaine série de symboles déjà écrits sur le ruban en une autre série de symboles. Vous pouvez donc voir que le fonctionnement de la machine de Turing est donc très spartiate, très épuré. Il y a assez peu d'éléments et ça peut même être un peu décevant.
Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que selon la thèse Church-Turing, tout algorithme possible et imaginable est modélisable par une machine de Turing. Et c'est carrément impressionnant, se dire que tous les algorithmes, même les plus tordus, les plus compliqués, les plus bizarres, peuvent être modélisés avec un ruban, une tête de lecture et une table d'action. C'est assez impressionnant. Le plus difficile généralement étant de trouver des règles qui fonctionnent les unes dans les autres et qui arrivent à transformer la chaîne qu'on veut. Il existe même d'ailleurs généralement plusieurs machines de Turing, donc plusieurs algorithmes, pour effectuer au final la même tâche. Le caractère simpliste de la machine de Turing est d'ailleurs une très bonne chose, vu qu'il oblige à couper un gros problème en plus petits problèmes bien plus simples à traiter. Par exemple, si on prend la machine de Turing d'avant qui transformait le mot Toto en Titi, on voit bien qu'on a transformé le gros problème, enfin relativement gros problème de transformer le mot Toto en Titi en un ensemble de sous-problèmes de transformation de lettres en d'autres lettres. Donc maintenant, vous savez comment une machine de Turing fonctionne, mais vous savez pas à quel point la machine de Turing a été importante. Parce que la machine de Turing a bien plus d'importance qu'elle n'en a l'air. Parce qu'en fait, la machine de Turing a la capacité de simuler une autre machine de Turing qui est à ce moment-là écrite sur le ruban selon un certain format. On appelle ces machines de Turing les machines de Turing universelles. Pour vous aider à mieux comprendre la machine de Turing universelle, je vous propose l'exemple suivant. Imaginez qu'on veuille additionner deux nombres, par exemple 1 plus 2 avec une machine de Turing. Alors certes, l'exemple est pourri parce que n'importe quel gamin de CP pourrait répondre à cette question-là, mais ça simplifie largement l'exemple. Avec une machine de Turing classique, il faudrait donc composer un ensemble de règles dans la table d'action, effectuant cette opération d'addition. C'est donc la table d'action qui effectue l'addition directement. Alors qu'avec une machine de Turing universelle, la table d'action est uniquement composée de règles permettant de lire et d'interpréter une machine de Turing écrite sur le ruban. L'opération d'additionner deux nombres n'est donc plus dans la table d'action de la machine de Turing, mais sur le ruban. La machine de Turing universelle complique donc un peu les choses, vu que déjà les règles de sa table d'action pour lire et interpréter une autre machine de Turing sont très compliquées généralement, mais cette complexité amène aussi une facilité. En effet, si par exemple on voulait soustraire au lieu d'additionner de nombres, avec la machine de Turing classique, il faudrait changer absolument toutes les règles de sa table d'action. Ce qui reviendrait dans notre monde physique à changer complètement le fonctionnement matériel et physique de l'ordinateur derrière. Alors qu'avec une machine de Turing universelle, il suffirait de changer les règles contenues sur le ruban. Ce qui est bien plus simple vu que le but même du ruban est d'être modifié sans cesse. Donc il est fait pour qu'on réécrive dessus différentes choses. La machine de Turing universelle a donc amené l'idée que les programmes ne sont au final que de simples données, et qu'on peut donc les placer dans la même mémoire que les données nécessaires au calcul normal, arithmétique et logique. Cela implique d'ailleurs aussi que puisque les programmes ne sont que de simples données, on peut alors en mettre plusieurs en mémoire, et passer donc de l'exécution de l'un à l'autre de manière automatique, sans avoir à changer physiquement avec des câbles la machine derrière. On peut le faire de manière, ce qu'on dit aujourd'hui, logicielle. Et c'est d'ailleurs cette propriété qui a été la propriété la plus décisive de la machine de Turing quant à l'élaboration des nouveaux ordinateurs de l'informatique moderne. L'informatique aujourd'hui étant devenue tellement courant, la notion de machine de Turing n'est utilisée plus qu'à deux occasions, outre le fait de l'enseigner aux étudiants en informatique, puisque ça constitue plus pour eux une notion de culture générale en informatique. En premier, on l'utilise dans la théorie de la complexité. Je vais pas en parler beaucoup parce que c'est assez complexe, mais grosso modo, la théorie de la complexité permet de déterminer le temps nécessaire et l'espace mémoire nécessaire à la réalisation d'un algorithme. Cela permet donc de savoir si un programme a besoin de grosses puissances de calcul, ou s'il va mettre plusieurs années même à s'exécuter, ou s'il est utilisable tel quel dans des ordinateurs communs et avec peu de puissance ou pas. Et en deuxième, on a les langages de programmation. En effet, en programmation, on parle souvent de langage Turing complet. Par Turing complet, on sous-entend qu'un langage est équivalent à une machine de Turing, c'est-à-dire qu'on peut écrire tous les algorithmes possibles et imaginables dans ce langage. Le langage tombe aussi sous le joug du problème de l'arrêt, ce qui fait qu'on ne peut pas déterminer de manière automatique si un programme écrit dans son langage va s'arrêter ou non. Mais bon, on peut pas non plus avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière en même temps. La notion de langage Turing complet nous donne aussi la certitude que tout programme écrit dans un langage Turing complet peut être écrit dans un tout autre langage Turing complet. Ce qui permet d'être sûr avant même de se lancer dans l'écriture des programmes dans ce langage-là. Aujourd'hui, la plupart des langages de programmation sont Turing complets. Les langages qui ne sont pas Turing complets ont généralement des buts bien précis, comme par exemple le langage Coq qui permet de faire de la preuve mathématique. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère vraiment que vous en avez appris un peu plus sur l'informatique aujourd'hui. Quant à moi, je vais vous laisser, mais on se retrouve à très bientôt pour un tout nouvel épisode. À très bientôt, salut!